mis le titre en français ici, mais ça marche aussi. Merci. Bien, bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour présenter les travaux de l'INERIS et du LCSQA, donc le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air pour lequel je travaille, en termes notamment d'utilisation des données de microcapteurs pour la modélisation et la cartographie à l'échelle urbaine. Donc certains d'entre vous auront déjà vu cette présentation lors de colloques qui ont eu lieu à la fin d'année précédente. Donc voilà, la présentation va se dérouler de cette façon. Je vais commencer par introduire un peu les données microcapteurs et la plus-value potentielle pour la modélisation et la cartographie de la qualité de l'air. Je ferai un bref état de l'art en fait, des travaux qui ont été recensés par notre équipe et qui donc ont testé différentes approches d'utilisation de ces données, toujours pour de la cartographie. Et enfin, j'essaierai de présenter les premiers tests qu'on réalise à l'INERIS pour élaborer ce genre de cartographie, toujours plutôt dans un but de surveillance de la qualité de l'air. Alors, on a largement évoqué le sujet depuis le début du colloque. Néanmoins, je vais essayer de rappeler quelques points. Donc les mesures microcapteurs vont nous permettre évidemment d'avoir une haute résolution temporelle et spatiale des mesures de polluants. Donc on a bien envie d'utiliser toutes ces données évidemment dans le but de faire de nouveaux développements de modélisation et de cartographie. Ça, dans un but de servir à de nombreuses applications, donc évidemment la sensibilisation, mais également la surveillance de la qualité de l'air, l'amélioration de nos outils de modélisation et des inventaires d'émissions, et aussi dans le sens où on va utiliser ces données de microcapteurs, on a envie de donner un retour aux concepteurs, aux constructeurs de microcapteurs dans le but de permettre une amélioration de la performance de ces instruments. Alors pour l'intégration de ces données dans les cartographies, il y a trois principaux challenges. Le premier, c'est la représentativité spatiale et temporelle des données. On va avoir des données fixes, des données mobiles. Ces instruments, ces microcapteurs peuvent être embarqués sur différents types de supports, hein, les vélos, les tramways, les bus. On a eu un certain nombre d'exemples depuis le début du colloque. Donc il va falloir essayer de gérer cette représentativité des données. Le deuxième point, c'est plus sur l'hétérogénéité temporelle et spatiale. On va avoir un échantillonnage qui peut être discontinu avec des lacunes temporelles et spatiales. Il faut aussi pouvoir le gérer dans les modélisations. Et enfin, le troisième point qui me semble être le plus important et qu'on a largement aussi évoqué, c'est les incertitudes de mesure propre. Voilà, et si on veut pouvoir se positionner dans le cadre réglementaire de la surveillance de la qualité de l'air, ce qui est notre rôle au LCSQA, eh bien, il faut qu'on puisse faire évoluer finalement les incertitudes dans le bon sens pour rentrer dans les incertitudes max qui sont données par la directive. Donc je vais passer un petit peu à l'état de l'art. On a publié sur le site du LCSQA à la fin de l'année dernière une note technique, une analyse bibliographique qui a permis de recenser les méthodes utilisées pour réaliser des cartographies à partir de ces données de capteurs. Alors on a recensé un certain nombre de travaux. Et on n'avait pas tant que ça finalement de publier avec des cartographies de sortie parce que c'est difficile, on n'en est pas, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'avoir des cartographies de qualité. Mais néanmoins, on a pu distinguer deux grandes familles. Il y a d'autres méthodologies qui sont inscrites dans le papier, mais j'ai décidé de ne pas parler forcément de toutes, puisque celles-ci sont celles qui regroupent le nombre le plus important de travaux. La première, c'est l'interpolation géostatistique par crigeage. Donc cette méthodologie, ici, je ne vais pas rentrer dans la technique et j'en parlerai un petit peu plus tard, plutôt. Ici, juste pour vous montrer deux exemples. Donc il y a un exemple qui est tout à gauche, qui montre une cartographie réalisée à Valence à partir de données de capteurs embarqués, avec un crigeage ordinaire, donc c'est un crigeage qui est assez basique, où on utilise donc toutes ces données pour créer une interpolation spatiale, créer une cartographie de l'ozone ici.
Au milieu, on a un exemple de crigeage, mais un crigeage un peu plus évolué, un crigeage universel en dérive externe, où là, on va utiliser deux sources différentes d'informations. Tout d'abord, les données de capteurs et le modèle, et on va combiner ces deux informations pour faire ce qu'on appelle de la fusion de données, dont on a également entendu parler ce matin, permettant d'obtenir ce genre de cartographie. Ici, donc, c'est à Oslo pour le NO2 à partir d'un ensemble de capteurs fixes. Et ces travaux semblent être pour le moment les travaux les plus aboutis en termes de cartographie utilisant des microcapteurs. La performance de ces méthodologies de crigeage va dépendre bien évidemment du modèle de dispersion, de la qualité du modèle de dispersion qu'on utilise, mais également de la calibration des capteurs et puis aussi du plan d'échantillonnage. On a parlé de l'optimisation du plan d'échantillonnage, c'est aussi quelque chose qu'il faut réfléchir en amont d'une campagne de mesure en fonction de l'objectif de la cartographie que l'on souhaite réaliser. Une deuxième famille de méthodes, ce sont les méthodes statistiques spécifiques et les modèles dits Land Use Regression Model. On va faire donc des régressions multilinéaires à partir de variables géographiques. Donc, c'est-à-dire qu'on va finalement appliquer ces modèles sur des positions où on n'a pas d'observation afin d'obtenir une estimation de la concentration du polluant en question. Ici, on a la carte des PM2,5 à Minneapolis, où on a donc appliqué ces modèles LUR. La performance de ces modèles va forcément dépendre de la résolution spatiale des données géographiques que l'on utilise. Ces données géographiques, eh bien, ça peut être la distance aux axes routiers, l'occupation du sol, la densité de population, pardon. Et effectivement aussi la définition du modèle, donc les variables que l'on utilise, la taille des zones tampons sur lesquelles on effectue les régressions linéaires, etc. etc. Alors, ces deux méthodologies impliquent un nombre minimum finalement de microcapteurs, de positions de microcapteurs de mesure à utiliser afin d'avoir une performance acceptable. Donc ça varie en fonction de la méthode. Pour le crigeage, pour une ville comme Oslo, on a une superficie d'environ 450 km². On préconise un minimum de 25 à 50 microcapteurs pour avoir un crigeage qui soit intéressant en termes de performance. Et pour le LUR, pour la même ville, on souhaitera environ 40 à 80 positions de microcapteurs. Donc voilà, vous pouvez retrouver un document un peu plus complet sur le site du LCSQA si vous en avez le besoin. Alors par rapport à nos travaux à l'INERIS en particulier, donc depuis que je suis arrivée, donc depuis le printemps dernier, en fait on a commencé à établir des collaborations avec les ASCA dans cet objectif de réaliser des cartographies. Je parle ici d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, RPI de la Loire, Atmo Sud et Atmo Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est avec ces ASCA qu'on a le plus échangé en termes de données et d'idées. Et puis aussi la start-up Atmotrack qui équipe les voitures auto-écoles dans l'agglomération de Nantes de capteurs en particules, qui nous a fourni quelques données pour qu'on puisse commencer à tester un petit peu nos méthodes d'interpolation spatiale. Donc dans la suite, je vais vous montrer quelques exemples en termes d'analyse exploratoire de données issues de la mesure microcapteur et de fusion de données, puisque c'est ce qu'on a commencé à faire à l'INERIS, puisqu'on a cette expertise du crigeage depuis un certain nombre d'années. On essaiera dans un temps futur de réaliser des cartographies de façon un peu différente, soit avec du machine learning ou du LUR. Ça, c'est dans les perspectives. Alors, comme je le disais, on a utilisé un jeu de données issu d'Atmotrack, donc équipement de voitures auto-école à l'agglomération de Nantes. Ici, c'est juste un exemple de ce qu'on peut obtenir. Pour le mois de mars 2018, on avait un jeu de données qui s'étale sur tout le mois, avec évidemment un échantillonnage discontinu. Des mesures de PM10 et de PM2,5 avec 8 capteurs embarqués et 12 capteurs fixes ici. Voilà, juste pour montrer que quand on essaie de comparer finalement la dispersion des mesures pour ces différents capteurs et les stations de référence au plus proche, il y a encore un petit biais entre ces deux types de mesures avec, pour la plupart du temps, une petite sous-estimation finalement des capteurs par rapport aux stations de référence.
Vous avez une espèce de cartographie voilà, qui permet de voir un peu les trajectoires des différents véhicules qui transportent le capteur à travers l'agglomération de Nantes pour une journée en particulier, le 21 mars 2018. En fait, on a sélectionné cette journée-là pour réaliser nos tests de cartographie. C'est juste pour pouvoir réaliser les premiers tests et c'est la journée pour laquelle on avait le plus de données. C'est pourquoi on a retenu en particulier cette période. Alors, une fois qu'on avait regardé un petit peu, je n'ai pas montré toutes les figures, mais une fois qu'on avait regardé un petit peu le comportement des données, la dispersion, etc., enfin, on commençait à avoir un regard un peu plus complet, on s'est dit pourquoi pas essayer de les corriger un peu, puisqu'on a vu qu'il y avait par rapport aux stations de référence un biais qui était encore présent. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est de faire une correction de la variation journalière du background. Donc ça, c'est une méthodologie qui est inspirée d'un papier d'Anke que j'ai en fait montré lorsque je vous ai un peu expliqué les différentes méthodologies qui existaient. Donc c'est un traitement qui a été réalisé pour les PM2.5 avec un modèle LUR. Donc ce qu'on fait, c'est juste qu'on calcule un background de référence à partir des stations de mesure sur la période d'échantillonnage. Donc c'est la moyenne finalement des mesures réalisées pendant la période d'échantillonnage à partir des stations. Et on calcule un background à partir de l'échantillonnage, donc des mesures microcapteurs en mobilité. Donc là en fait c'est une médiane qui est calculée sur les observations sur une fenêtre glissante de 15 minutes. Et on réalise une correction à partir de la valeur initiale. En retranchant finalement la différence entre ce background des données et le background de référence. C'est tout à fait discutable, c'est une première approche, on essaie de voir si ça va nous amener à quelque chose d'intéressant par la suite. Alors après avoir finalement terminé cette préparation des données, ce qu'on réalise, comme je le disais, puisque c'est l'expertise qu'on a nous à l'INERIS, c'est une interpolation géostatistique, avec l'utilisation donc du crigeage. Pourquoi le crigeage? Le crigeage a, on va dire, l'avantage finalement de considérer, en plus de la valeur observée, l'information sur la localisation. Donc là, on va avoir une réelle réponse sur la régularité spatiale et l'anisotropie du phénomène que l'on cherche à estimer. Et la notion la plus importante finalement qui se cache derrière le crigeage, c'est la notion de continuité spatiale, qui implique que deux observations qui sont situées donc l'une près de l'autre vont se ressembler davantage en moyenne que deux observations éloignées. Ce qui signifie que si on veut estimer la concentration au point x2 par exemple, on sait que la concentration en x1 va être plus proche de celle de x2 que celle de x3 évidemment, mais par contre si on veut avoir une estimation la plus précise possible, ça va être d'autant plus intéressant d'utiliser toutes les informations et à pondérer finalement l'importance de x1 sur x2 plutôt que celle de x3. Donc ça c'est un peu le principe du crigeage et on se sert comme pour appui une étude dite variographique, c'est le variogramme, c'est l'outil que je vous présente juste en dessous, qui nous sert à avoir, en fait on calcule la variance, qui nous sert à avoir une idée de la variation spatiale du phénomène sur le domaine sur lequel on veut faire l'estimation finalement. Donc on se sert du crigeage. Le crigeage nous permet d'avoir une estimation donc la plus précise possible en réalisant finalement une estimation, une combinaison linéaire entre les différentes observations que nous avons à disposition, qui sont donc pondérées en fonction de la distance au point d'estimation. Alors dans le cas particulier ici de l'estimation d'un champ de concentration de polluants dans une agglomération, en fait le phénomène, la moyenne du phénomène ne va pas être constante sur l'ensemble du domaine. Il va y avoir une tendance qui peut être expliquée par des variables telles que le modèle. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de la fusion de données, en fait on va se servir du modèle pour expliquer la tendance du phénomène sur l'ensemble du domaine. On va venir apporter une information en plus de l'observation. C'est ce qu'on appelle le crigeage universel ou encore le crigeage en dérive externe et c'est ce qu'on a essayé de faire dans la suite de ces travaux. Ici, donc, je peux préciser que cette sortie de modèle nous a été fournie par RPI de la Loire et donc c'est une sortie de ADMS Urban, un modèle de dispersion. Ça correspond à la moyenne de l'année 2016. Voilà, alors juste pour essayer de préciser un petit peu ce qu'on a utilisé ici, donc on a ici des trajectoires, donc chaque heure, c'est chaque heure qui défile. On a des trajectoires
de véhicules. Et en fait, on va à chaque heure, pour le moment, c'est ça qu'on a décidé de faire, c'est de moyenner à chaque position de mesure, sur une heure, toutes les observations qu'on avait. Et donc, on va faire une estimation horaire. Donc, à chaque heure, on va réaliser un crigeage en utilisant le modèle et les observations dont on dispose. Alors, c'est un questionnement qui a été soulevé déjà à plusieurs reprises. On a parlé de l'incertitude et de la gestion de cette incertitude dans les cartographies. Eh bien, on se pose aussi la question. Rien n'est fait, mais on se pose la question et on a envie d'essayer de pallier à ce problème. Donc, dans le crigeage, il y a une façon de finalement rendre compte de l'incertitude de la mesure. C'est la variance de l'erreur de mesure que l'on cherche à appliquer. Cette variance d'erreur de mesure, elle correspond à la combinaison de la variabilité et de l'incertitude. Donc, la variabilité, ça va être en chaque point de position de mesure. Ça va correspondre à la dispersion des observations sur le nombre de mesures. Et l'incertitude, on va la fixer à grosso modo 25% pour les particules pour les stations de référence. Ça, c'est basé sur la directive. Et puis pour les microcapteurs, cette incertitude, moi je me dis pourquoi pas mettre 125%, parce que quand on regarde finalement la dispersion que je vous montrais tout à l'heure au tout début de la présentation entre les capteurs et la référence, parfois ça va jusqu'à 5 fois l'incertitude au niveau des stations de référence. Donc si on se base sur une incertitude la plus haute, on peut monter jusqu'à 125%. Et dans ce cas-là, si on a une incertitude si forte pour les capteurs, qu'est-ce que finalement ça va donner dans les modélisations ? Et en effet, si ici on regarde de gauche à droite, on emploie une incertitude de plus en plus élevée, donc 25% égale aux stations de référence, 75%, une incertitude intermédiaire, ou bien 125%, une incertitude plus forte. Finalement, on voit que plus l'incertitude est élevée, et moins les capteurs vont avoir une influence sur la cartographie. Donc là, ça veut dire que finalement, on en revient à juste utiliser les stations de référence ou le modèle. Donc là, il faut qu'on essaie de réfléchir. Est-ce qu'on peut aller dans le sens où l'incertitude de mesure sera réduite au fur et à mesure du temps parce qu'on arrivera à améliorer les instruments, ou bien est-ce qu'il faut trouver une façon de la gérer dans nos modélisations? Un autre résultat, cette fois en moyenne journalière, on a à droite en fait la carte fusionnée en moyenne journalière, toujours sur l'agglomération de Nantes en PM10. Donc c'est issu du crigeage en moyenne journalière à partir des données de microcapteurs. Donc là j'ai juste échantillonné le modèle à chaque station de référence qui sont numérotées sur cette figure et reporté donc ensuite sur les graphiques sur la gauche pour toutes les stations. Donc en noir les observations, en rouge le résultat de la fusion de données et en bleu le modèle seul. Donc là ce qu'on peut voir c'est que en fait, les mesures microcapteurs peuvent permettre une amélioration du modèle vers les observations, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut continuer finalement à tenter d'améliorer cette intégration des données, soit en essayant de s'améliorer dans la prise en compte de l'incertitude, ou bien déjà dans un premier temps, d'essayer de vraiment comprendre ce que signifient les données, quelle est la donnée qu'on utilise, qu'est-ce qu'elle représente, est-ce qu'elle est bien celle qu'on pense être ou pas. Voilà, donc ça, c'est des étapes en amont auxquelles il faut répondre. Un dernier point, des travaux qu'on essaie de faire en parallèle, c'est d'avoir un aperçu sur le big data, la faisabilité et la performance de l'interpolation. Ici, ce qu'on a fait, c'est juste d'essayer de répliquer une trace journalière sur 365 jours, se dire pour une année, si on a 600 points chaque jour et qu'on cherche à réaliser ce calcul pour une année, qu'est-ce que ça va représenter en termes de calcul ? Par exemple, pour un crigeage en dérive externe à 600 points, on avait 6 heures de calcul pour une année. Est-ce que ça va être linéaire si on ajoute plus de points? Comment on va faire pour finalement traiter ce nombre de données et aussi garantir une performance derrière d'interpolation qui soit correcte. Voilà. Et en termes de point de conclusion, donc on est toujours un peu dans cette phase d'essayer de vouloir valoriser ces données, de collaborer, d'échanger des idées, des données, et d'avancer dans la méthodologie. Donc là, prochainement, on va démarrer une thèse au mois d'octobre, pour laquelle on cherche toujours un étudiant. Donc s'il y a
s'il y a des candidats. Et donc là, le but, en fait, on a plusieurs axes de recherche. Ce qu'on aimerait faire, c'est essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet, d'évaluer la limite entre la calibration et la modélisation, parce que finalement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On utilise de la modélisation pour la calibration, on utilise la donnée pour faire de la modélisation. Enfin, bon, on ne sait plus trop, du coup, ce qu'on utilise, ce que ça vaut. Donc là, c'est vraiment à investiguer, à approfondir. Ensuite, il y a l'estimation et la représentation de l'incertitude. Et enfin, donc, au niveau du crigeage et des méthodologies à utiliser. Donc, dans le crigeage, il y a différents points de recherche. Voilà, continuer à essayer d'approfondir dans l'utilisation des variables auxiliaires. Donc, peut-être utiliser autre chose que du modèle, des émissions, des variables géographiques. Approfondir au niveau de l'étude variographique et de l'évaluation de l'anisotropie du phénomène. Ensuite, ce qu'on aimerait tester, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est des méthodes de machine learning et des modèles LUR pour essayer d'évaluer laquelle de ces méthodes peut être la plus optimale en fait pour l'utilisation de ce genre de données. Toujours donc dans un objectif de surveillance de la qualité de l'air ou bien de sensibilisation et d'évaluation de l'exposition individuelle, des inventaires et de la modélisation. Donc, voilà. Bonjour, merci de cet exposé intéressant. Ouais, je voudrais revenir sur l'un de vos derniers transparences sur le problème incertitude ou signification. Ouais, j'ai le peu d'expérience que j'ai sur le sujet m'a montré que l'un des gros problèmes de ces mesures de pollution, c'est que les distributions n'étant absolument pas gaussiennes, toute espèce de moyenne dans le temps et dans l'espace pose des problèmes d'interprétation parce que finalement on ne fait qu'agréger des événements qui sont en fonction de la distance à la source vont donner un signal plus ou moins intense. Et donc finalement séparer l'incertitude et la signification, c'est un vrai problème, mais qui relève aussi de la façon dont on traite ces données. Comme dans le crigeage, vous faites des hypothèses forcément aussi sans doute de statistiques gaussiennes. Vous mettez forcément les données dans une position où elles ne sont pas, qui n'est pas forcément compatible avec leur propre l'origine. Je ne sais pas sur combien de temps vous les moyennez avant de les Alors, en réalité, bon, ça c'est ce qu'on fait ici, ce que j'ai présenté ici, c'est une moyenne horaire. C'est-à-dire, enfin, ce qui signifie, c'est que c'est pas moyenné sur la trajectoire. C'est-à-dire que c'est moyenné au point de mesure. C'est-à-dire qu'à chaque position de mesure, on va avoir plusieurs passages de véhicules même différents, donc de capteurs différents. Donc on fait finalement une moyenne à chaque point, et ça peut être issu de différents capteurs. Mais l'incertitude, la variance de mesure, est censée rendre compte finalement de cette variabilité et de cette incertitude. Après, ce qu'on cherche aussi à faire, c'est plutôt du crigeage spatio-temporel qui là permettrait de considérer à la fois dans le temps et dans l'espace Mais n'empêche qu'il faut prendre en compte le problème de la distribution. Sinon, ça, oui. Dans la façon de traiter les données, puisque vous n'allez pas sortir des événements extrêmes que vous avez et qui sont réels, effectivement, parce que si un de vos capteurs s'est trouvé derrière une source extrêmement intense, ce qu'il a mesuré est extrêmement intense. Le séparer d'un bruit est assez difficile, effectivement. Oui, donc ça, c'est peut-être un pré-traitement en fait des données qu'il faut faire dans la préparation des données, effectivement. Du coup, j'ai juste une question par rapport à la granularité temporelle des observations et des modèles. Donc, dans le crigeage universel, si j'ai bien compris, la granularité temporelle des observations, c'est plutôt à l'heure, à l'échelle de l'heure. Oui. Par contre, pour les modèles, c'est à l'échelle annuelle, journalière. La moyenne, la sortie de modèle, qui là, effectivement, correspond à une moyenne annuelle, cherche juste à expliquer la tendance moyenne du phénomène sur le domaine. Donc on peut prendre une moyenne annuelle, il faudrait effectivement le tester avec une moyenne peut-être journalière, descendre à quelque chose d'un petit peu plus résolu dans le temps. Mais dans les travaux précédents, et finalement le seul papier qui avait été publié là-dessus, c'était basé sur une moyenne annuelle et ce qui représentait des résultats tout à fait corrects. Donc on a commencé par ça, mais effectivement on peut descendre en résolution.